Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Nous sommes toujours sur le module relatif à l'épidémiologie générale. Nous avons fait l'épidémiologie descriptive. Maintenant, nous allons attaquer le module ou la partie relative à l'épidémiologie analytique. Donc, il faut dire que l'épidémiologie analytique a pour but d'analyser les hypothèses ou les données qui sont émises par l'épidémiologie descriptive et de juger de leur validité. Pour les maladies infectieuses, cette analyse s'intéresse au mode, autrement dit le comment des maladies, mais aussi s'intéresse aux facteurs d'infection d'un organisme. Cette analyse doit permettre de comprendre les mécanismes responsables de la naissance, du développement, de la disparition ou de la persistance du phénomène morbide. L'épidémiologie analytique s'intéresse à trois questions, à savoir la question relative aux sources d'infection, la question relative à la réceptivité des organismes et la question relative au mode de transmission des infections. Donc, je répète une fois de plus, l'analyse des questions doit permettre de répondre à trois principales questions, à savoir quelles sont les sources d'infection? 2, quelle est la réceptivité des organismes? Et 3, quel est le mode de transmission de la pathologie? Pour les maladies non transmissibles, l'objectif est de déterminer les facteurs de risque et la relation entre le risque et la maladie. Donc, quand on parle de maladies non transmissibles, il s'agit des maladies non infectieuses. Ce ne sont pas les maladies qui sont dues aux virus, aux bactéries, aux parasites. C'est surtout les maladies dues au mode de vie, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, pour ne citer que cela. Donc, pour les maladies non transmissibles, on se focalise sur les facteurs de risque et on cherche la relation qu'il y a entre le facteur de risque et la maladie. Les maladies transmissibles, quant à elles, sont les maladies virales, bactériennes ou parasitaires, dans lesquelles la transmission se fait de façon dynamique d'un donneur à un receveur. Par exemple, parmi les maladies transmissibles, on peut parler de la peste, on peut parler de la trypanosomose, pour ne citer que cela. Parlons dans un premier instant des différentes sources d'agents pathogènes. Il faut dire qu'il existe deux sources d'agents pathogènes, les sources primaires et les sources secondaires. Les sources primaires, c'est surtout les animaux vivants. Et parmi les animaux vivants, il y a les malades et il y a les porteurs. C'est quoi les malades? Les malades, ce sont les sujets qui souffrent de la multiplication de l'agent infectieux. Ils sont reconnaissables grâce aux symptômes cliniques, grâce aux signes cliniques de la maladie. Et quant aux porteurs, il existe 4 porteurs. Il y a les porteurs précoces, qu'on appelle aussi porteurs asymptomatiques, les porteurs chroniques, les porteurs latents, qu'on appelle aussi porteurs inapparents, et enfin les porteurs sains, qu'on appelle les porteurs paradoxaux. On va définir chacun des porteurs de façon très exacte. Les porteurs précoces ou porteurs asymptomatiques, ce sont les animaux en incubation. Ce sont les futurs malades, chez lesquels l'agent pathogène se multiplie en dehors de tout signe clinique, en dehors de tout symptôme, jusqu'à la fin de l'incubation. Donc, ce sont les sujets asymptomatiques. Quant aux porteurs chroniques, ce sont les animaux qui ont été malades, mais qui sont guéris, où les signes cliniques ne sont plus visibles. Mais par contre, malgré l'absence des symptômes, l'agent pathogène persiste dans l'organisme. C'est par exemple le cas de la tuberculose, où en apparence il est sain, mais il a un kyste tuberculeux dans le poumon. Et exceptionnellement, lorsqu'il sera dans une situation immunitaire fragile ou lorsqu'il sera soumis à des facteurs favorisants, il peut excréter le virus. C'est le cas aussi de la péripneumonie contagieuse bovine, où on peut avoir des germes qui sont dans ce qu'on appelle des kystes pulmonaires, qui sont des véritables réservoirs d'agents pathogènes. C'est le cas aussi de la brucellose. Qu'est-ce qu'un porteur latent, qu'on appelle aussi porteur inapparent? Ce sont des sujets qui ne seront que très tardivement malades, dans un délai inhabituel. C'est le cas par exemple des femelles qui sont infectées dans la vie intra-utérine par Brucella et qui manifesteront la maladie qu'à l'âge de la puberté. Et la maladie se traduit
cliniquement par l'avortement. Donc, imaginez entre la vie intra-utérine et la maturité sexuelle et la mise bas, et en ce moment en observant les avortements. Donc, vraiment, c'est un temps de latence qui est très long. Il y a enfin les porteurs sains, qu'on appelle les porteurs paradoxaux. Ce sont des sujets qui sont réceptifs mais qui ne sont pas sensibles. Autrement dit, qui multiplient le germe mais qui ne manifestent pas cliniquement les maladies. Ce sont des sujets qui ne seront jamais malades et qui échappent alors à toute investigation de laboratoire. Une fois que nous avons vu les sources primaires, on va voir à présent les sources secondaires. Les sources secondaires, c'est le milieu extérieur contaminé par les sources primaires, mais aussi et surtout les produits dérivés des sources primaires. Donc, je répète une fois de plus, les sources secondaires, c'est le milieu extérieur contaminé par les sources primaires, mais aussi les produits issus des sources primaires. Pour ce qui est du milieu extérieur, on peut parler de l'eau, de l'air, de la végétation, le sol. Bref, toutes les sources de maladies telluriques. Il y a aussi le matériel de soins qui peut être contaminé par les sources primaires. Dans le cadre des germes telluriques, on peut parler du tétanos par exemple. Clostridium tétani produit une spore et la spore va contaminer le sol, elle va contaminer l'eau, elle peut contaminer la végétation. Clostridium botulinum produit aussi une spore et la spore peut contaminer la végétation ou le sol. On parle de champ maudit. Quant aux produits dérivés de sources primaires, autrement dit, les produits issus des sujets malades, des organismes vivants, à savoir les porteurs et les malades. Par exemple, les cadavres, la farine de viande, les poudres d'os, les peaux, les cuirs, les cornes, la laine, l'engrais des animaux morts. Tout cela sont des produits qui sont issus des sources primaires, mais qui peuvent être aussi contaminés. Parlons à présent de l'efficacité épidémiologique. Et je pense que c'est un aspect qui est très très important et je vous recommande d'être très très attentionné. Il faut dire que l'efficacité épidémiologique est conditionnée par différents facteurs tels que la fréquence, la diffusibilité du germe, le niveau infectieux, la durée d'émission des éléments virulents. Lorsque la virulence du sang, il faut dire que la virulence du sang entraîne la virulence de tous les organes. Dans ce cas, on parle de virulence fermée. La virulence des urines va contaminer le milieu extérieur. Dans ce cas, on parle de virulence ouverte. Lorsque la virulence est fermée, il faut dire qu'il faut un mode de transmission particulier pour amener le germe de la maladie à l'extérieur ou vers d'autres organismes. Dans ce cas, le plus souvent, ce sont des arthropodes, comme dans le cas de la fièvre jaune, qui est due à des Aedes, en particulier Aedes aegypti et Aedes albopictus, où il faudrait des morsures, comme dans le cas de la rage, où il faut de la morsure d'un sujet malade pour contaminer un sujet sain. Le niveau infectieux peut être variable. Dans le cas de la brucellose, ce sont les urines qui sont... ce ne sont pas les urines qui sont infectieuses, c'est surtout les annexes fœtales. Ce qui fait que dans le cadre des maladies comme la brucellose, la fièvre de la vallée du Rift, c'est surtout les annexes et c'est au moment de l'évacuation des avortons que la contagion de l'homme se fait, car ce sont des zoonoses. La durée d'émission des matières virulentes, elle est à considérer car cette durée correspond à la durée de la virémie ou de la bactériémie. Dans certains cas, on peut avoir une émission du germe bien avant l'apparition des symptômes cliniques. On parle de phase présymptomatique, c'est l'exemple par exemple de la rage, et la population canine est considérée à titre collectif comme étant le réservoir de la rage. Dans ce cas, bien avant l'apparition des signes cliniques, il y a une phase présymptomatique pendant laquelle il y a l'excrétion du virus et cette phase présymptomatique peut être contagieuse. L'efficacité épidémiologique peut être aussi justifiée par la persistance du germe dans le milieu extérieur. En effet, cette résistance
et les matières virulentes conditionnent l'efficacité de la transmission et l'efficacité épidémiologique. Si le germe persiste dans le milieu extérieur, alors sa transmission sera beaucoup plus efficace. C'est par exemple les germes telluriques qui ont des spores, et ces spores peuvent rester pendant longtemps dans le milieu extérieur, et c'est ce qui justifie l'efficacité de la transmission et la persistance de la maladie. Bref, l'efficacité de la transmission est sous l'influence de la diffusibilité du germe dans le milieu extérieur. Parlons à présent de la réceptivité et de la sensibilité des organismes vis-à-vis des maladies. Mais avant, définissons qu'est-ce que c'est que la réceptivité, qu'est-ce que c'est que la sensibilité. La réceptivité, c'est l'aptitude de l'hôte à laisser le germe se multiplier en lui. Alors que la sensibilité, c'est la capacité de l'hôte à manifester cliniquement la maladie. Donc la sensibilité, c'est lorsque le sujet est capable de manifester les symptômes. Réceptivité et sensibilité sont variables selon les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques. Donc parlons à présent des facteurs intrinsèques. Les facteurs intrinsèques sont sous la dépendance des éléments suivants. 1. L'espèce. 2. La race. 3. L'âge, le sexe et l'individu. Voilà les différents éléments dont dépendent les facteurs intrinsèques. L'espèce. Les espèces affectées permettent de diriger les investigations sur le terrain. En effet, certaines infections sont spécifiques d'espèces. C'est ainsi lorsqu'on parle de la peste bovine, donc c'est spécifique du bovin. Lorsqu'on parle de la peste équine, c'est spécifique des équins. Lorsqu'on parle de la péripneumonie contagieuse bovine, c'est spécifique du bovin. Par contre, il faut dire que certaines infections se manifestent chez différentes espèces. C'est le cas par exemple de la brucellose qui fait affecter aussi bien les bovins que les petits ruminants. Le deuxième élément, c'est la race. L'influence de la race est le plus souvent mineure, mais certaines races sont résistantes. C'est par exemple la race porcine Mongolitsa qui est résistante à la peste porcine. C'est par exemple aussi la race Ndama qui est un taurin qui a la capacité d'être trypanotolérant par rapport aux zébus. L'âge. L'âge conditionne l'intensité des symptômes. Les jeunes sont le plus souvent plus sensibles que les adultes, mais il y a quand même des exceptions. Le sexe. Quant au sexe, il intervient non seulement dans sa constitution anatomique, mais aussi et surtout dans les particularités physiologiques comme la gestation, la lactation, qui sont des facteurs de sensibilité des femelles. Dans le cadre humain, par exemple, la femme enceinte est beaucoup plus sensible au paludisme que la femme non enceinte. Parmi les facteurs de réceptivité et de sensibilité, il y a l'individu. Les variations de la sensibilité individuelle peuvent avoir aussi une origine génétique ou être dues à une perte de rusticité. C'est ainsi que le forçage zootechnique ou la sélection sur un caractère de production peut aller de pair avec une perte de défense de l'organisme. Donc, il faut dire qu'à l'échelle individuelle, il y a une grande variation de la réceptivité et de la sensibilité individuelle, et cela peut être soit d'origine génétique, soit d'origine zootechnique. Et en termes de zootechnie, il faut dire que la sélection entraîne de fois la perte de certaines caractéristiques et de certaines résistances ou rusticité. Parlons à présent des facteurs extrinsèques. Les facteurs extrinsèques, ce sont les causes favorisantes. Les facteurs extrinsèques sont sous la dépendance de 1. L'alimentation, 2. L'élevage, 3. Le climat et les autres facteurs météorologiques. L'alimentation. L'alimentation, nous connaissons bien avant aujourd'hui l'influence de la couverture des besoins alimentaires qui peut être perçue aussi bien d'un point de vue quantité que d'un point de vue qualité. C'est ainsi que l'insuffisance entraîne une altération, voire une diminution de la résistance de l'organisme. Et il est bien connu que la carence en magnésium déprime l'immunité à médiation humorale et la carence en zinc
entraîne une diminution de l'immunité à médiation cellulaire. Au niveau du climat, il faut surtout parler de la saison. En effet, la saison sèche peut entraîner un déficit alimentaire. Ça peut entraîner la misère physiologique et une baisse des capacités de défense de l'organisme. Il est bien connu que les flambées de méningite sont surtout observées en saison sèche. À ce niveau, la saison sèche entraîne surtout une atteinte de la muqueuse pituitaire et par conséquent permet l'invasion des méningocoques. Quant à la saison humide, elle entraîne le plus souvent le développement des arthropodes. Elle entraîne la pullulation des vecteurs et par conséquent entraîne la flambée de certaines maladies dues à des vecteurs comme la fièvre jaune, comme le paludisme, comme la fièvre de la vallée du Rift, pour ne citer que cela. Le mode d'élevage. Il faut dire qu'en Afrique, la majorité des animaux sont le plus souvent élevés sur un mode en mouvement, autrement dit sous forme de nomadisme ou de transhumance. Donc les animaux peuvent aller dans ces déplacements vers des champs maudits par exemple. Donc le mode d'élevage, cette transhumance, ce nomadisme peut être un facteur de risque parce que pouvant conduire les animaux dans des zones à risque. Les facteurs météorologiques comme la pluie stressent les animaux, ce qui permet le développement des maladies intercurrentes comme la grippe. Chez l'homme bien sûr. Après avoir parlé des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques, nous allons parler maintenant du mode de transmission de la maladie. Il faut dire que la transmission des maladies peut être soit sous un mode direct, soit sous un mode indirect. La transmission directe, c'est le contact étroit entre le malade et le sujet sain. Et cette transmission directe, elle peut être verticale, autrement dit de la mère à ses descendants, ou horizontale, autrement dit d'un sujet malade à un sujet sain. Parlons dans un premier instant du mode de transmission directe verticale. Elle rentre dans le cadre de l'infection du jeune dès la naissance. Et cette transmission verticale, elle peut être au moment du pas, autrement dit au moment de la mise bas, c'est le cas de la brucellose. Elle peut être in utero, c'est le cas par exemple de la listériose, c'est le cas par exemple du paludisme congénital. Elle peut être in ovo, c'est par exemple le cas de la transmission de la fièvre de la vallée du Rift, où c'est très fréquent de voir cela chez les arthropodes, où le virus est transmis via l'œuf, puis de stade en stade, autrement dit de la larve de stade L1, L2, L3, voire la nymphe et l'imago. Donc on parle de transmission ovarienne et de stade en stade. Parlons à présent de la transmission directe horizontale. Transmission directe horizontale. Elle exige un contact étroit entre le sujet infecté et le sujet à contaminer. Et ce contact peut être brutal, c'est lors des griffures par un chat, lors des morsures par un chien. Donc c'est un contact horizontal brutal. Il peut être aimable, par exemple lors du coït, par exemple la transmission de la brucellose, transmission génitale. On peut parler de la mononucléose de l'homme qui se fait lors du baiser. Et il y a aussi la transmission directe horizontale par promiscuité. Autrement dit, un contact avec les malades ou avec des cadavres, avec inhalation de particules virulentes. C'est ce qu'on observe par exemple dans le cas du rouget, dans le cas de la manipulation d'un cadavre, d'une carcasse charbonneuse, pour ne citer que cela. Donc c'est la promiscuité, c'est le contact étroit avec le cadavre qui peut contaminer le sujet humain. En dehors de la transmission directe, il y a la transmission indirecte. Dans le cas de la transmission indirecte, il faut dire qu'il y a des modalités diverses et variées à l'égard des multiples sources de contamination. Néanmoins, on va retenir trois modes, à savoir la transmission indirecte par des intermédiaires inertes, la transmission indirecte par des intermédiaires animés et la transmission indirecte par des vecteurs. La transmission indirecte par des intermédiaires inertes. Il s'agit des éléments que l'animal ou l'homme contamine, comme par exemple les dépositaires hydrotelluriques, le milieu ambiant, les véhicules.
C'est ainsi que le sol peut être contaminé par les cadavres, par exemple les cadavres charbonneux. L'eau peut être contaminée par les urines ou les cadavres. Le milieu ambiant peut être contaminé par l'air ou le vent qui sont responsables de ce qu'on appelle la transmission anémophile. Autrement dit, la transmission par l'air, par opposition à la transmission entomophile qui est assurée par les vecteurs. Par exemple, dans le cas de la maladie de Newcastle, il est montré que le plus souvent, le vent joue un rôle très important en transportant les plumes dans lesquelles les canaux des plumes contiennent le plus souvent de la lymphe. Et lorsque ces plumes arrivent dans d'autres élevages, les oiseaux vont consommer ces plumes parce que c'est une source de protéines soufrées et en même temps qu'ils consomment ces plumes, ils vont consommer la lymphe qui est contaminée. Donc on parle de transmission par le milieu ambiant, plus précisément la transmission anémophile. Il faut préciser effectivement que l'air joue un rôle actif dans la diffusion des particules virulentes émises sous forme d'aérosols lors des tours, lors des battements des ailes des oiseaux. L'air peut aussi assurer la transmission plus ou moins longue pendant un temps plus ou moins élevé en fonction des caractéristiques physico-chimiques de l'air transportant, mais également en fonction de la taille des particules. Lorsque les particules sont très légers, lorsque les particules viraux sont très légers, ils peuvent être facilement emportés par l'air. Lorsque l'air est humide, les particules ne vont pas mourir plus facilement que lorsque nous avons de l'air qui est très sec. Pour ce qui est des véhicules, il s'agit du déplacement de l'agent pathogène sans influencer leur résistance ou leur entretien. Les objets de soins, les aliments, les véhicules au sens strict du terme, autrement dit, les voitures, les avions, les camions peuvent permettre le transport des maladies. Et l'histoire garde que la peste porcine africaine, son virus a voyagé en première classe pour atterrir au Portugal parce que on va servir des repas et après cela, tout ce qui est les eaux gras, autrement dit les aliments qui n'ont pas été mangés dans l'avion, vont être débarrassés au niveau de la décharge de l'aéroport et à ce niveau, les porcs viennent le plus souvent s'alimenter et c'est l'occasion de se contaminer par le virus de la peste porcine africaine qui a atterri en Europe en voyageant par un véhicule qui est l'avion. Après les intermédiaires inanimés, il y a les intermédiaires animés. Donc je répète, après le mode de transmission indirecte par les intermédiaires inanimés, il y a le mode de transmission par les intermédiaires animés. Dans ce cas, la contagion se fait de manière accidentelle ou de manière obligatoire. De manière accidentelle, c'est par exemple le transport joué. C'est le transporteur. C'est la transmission, par exemple, manuportée des germes. Par exemple, l'homme, de par ses activités, peut transporter sur ses habits, sur ses chaussures, sur ses mains, un germe, par exemple, d'une ferme à une autre, ou au sein d'une même ferme, d'un bâtiment à un autre. On parle de transmission manuportée, d'où l'importance des rotuluves et surtout l'importance des piédiluves qui permettent, pour rentrer d'un bâtiment à un autre, que vous soyez obligé de tremper vos chaussures dans la piédiluve pour vous désinfecter. Il y a aussi une transmission qui peut être obligatoire. Ça, c'est le cas, par exemple, des animaux réfractaires qui peuvent contaminer par leurs pattes, par leur bec, et faire en sorte d'assurer la transmission d'un bâtiment à un autre. Donc, nous avons vu la transmission directe, nous avons vu la transmission indirecte, et dans la transmission indirecte, nous avons vu la transmission par des intermédiaires animés et des intermédiaires inanimés. Donc, maintenant, il reste la transmission indirecte par les vecteurs. Donc, au sens large, les vecteurs sont des éléments responsables de la transmission d'un agent pathogène d'un sujet malade à un sujet sain. Ça, c'est au sens large. Au sens strict, un vecteur, c'est un invertébré qui, à l'occasion de ce repas sanguin, acquiert un agent pathogène
sur un autre qui est malade, qui est infecté, et puis va le transmettre à un autre qui est sain. Il faut dire qu'il existe deux types de vecteurs. Il y a des vecteurs dits mécaniques qui ont un rôle passif, et il y a des vecteurs dits biologiques qui ont un rôle dit actif. Donc, le vecteur mécanique, il joue surtout le rôle tout simplement de transporteur. Alors que le vecteur biologique, lui, il a un rôle biologique, autrement dit, il va multiplier le germe à son sein. Donc, le vecteur mécanique, il a un rôle passif. Les vecteurs mécaniques, c'est par exemple des arthropodes qui vont assurer la transmission passive de l'agent pathogène. C'est par exemple des mouches qui assurent un transport immédiat, limité dans le temps, avec une transmission en stock définie. Par exemple, il se dépose sur une matière fécale, comme sur une matière fécale d'une personne atteinte de salmonellose. Et sur ses pattes, il y a un peu de matière fécale qui reste avec des salmonelles. Et il va se déposer sur un plat ou sur les lèvres de quelqu'un. Et là, il assure une transmission mécanique. Quant au vecteur biologique, il a un rôle actif. Le vecteur biologique assure la multiplication de l'agent pathogène. C'est par exemple l'anophèle femelle dans le cas du paludisme. Il assure la multiplication du plasmodium avant sa transmission. C'est par exemple dans le cadre de la dengue avec les Aedes. C'est par exemple dans le cas de la fièvre jaune avec Aedes aegypti et Aedes albopictus qui assurent une transmission biologique, qui sont des vecteurs biologiques. Donc ces vecteurs nécessitent quand même des conditions particulières. 1. Il faut qu'il soit infecté. 2. L'hôte infectant doit avoir un titre sanguin en agent pathogène élevé au seuil de réceptivité du vertébré. 3. Il faut qu'il y ait la multiplication de l'agent pathogène chez l'arthropode avec la possibilité de transmission verticale à sa descendance. Autrement dit, l'arthropode peut le transmettre à ses descendants via les œufs, puis les larves, ou bien assurer une transmission horizontale. Donc voilà ce que j'ai bien voulu vous dire dans le cadre du mode de transmission. Parlons à présent un tant soit peu des maladies non transmissibles, parce que nous en avons longuement parlé des maladies transmissibles. Donc l'objectif de l'épidémiologie analytique dans le cadre des maladies non transmissibles est de déterminer les facteurs de risque, ainsi que l'établissement de la relation entre les facteurs de risque et la maladie. Ainsi, faut-il prendre en compte les facteurs de l'environnement pouvant favoriser l'apparition de la maladie ou en moduler l'expression. C'est le domaine de l'épidémiologie analytique plurifactorielle. L'épidémiologie analytique plurifactorielle est un phénomène d'association de plusieurs agents infectieux. Bien que les grandes maladies soient en régression à la grande satisfaction des pathologistes, on a constaté que l'apparition d'autres pathologies dont la sémiologie pouvait être diverse et ayant un diagnostic pathologique particulièrement délicat. Autrefois, il était commode d'incriminer un seul agent pathogène. Il est rapidement paru qu'il ne s'agit pas forcément du véritable responsable, car on pouvait isoler un, voire plusieurs autres agents pathogènes. Et bien, cette diversité remet en cause le concept infectieux. Donc, la notion de cause favorisante ou la notion de germe opportuniste ne peuvent plus permettre d'expliquer toutes les situations. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de pathologie de groupe. Et avec le développement de l'écologie dans les années 1960, il est apparu certaines méthodes, voire certains concepts permettant l'étude de certaines maladies. De la rencontre de l'écologie et de la pathologie est née ce qu'on appelle l'écopathologie, qui est une discipline synthétique, c'est-à-dire l'écologie appliquée à la pathologie. Parlons du concept écopathologique. L'écologie, c'est la science des rapports des êtres vivants entre eux et du rapport des êtres vivants avec leur environnement. D'une façon générale, il y a un équilibre dynamique
non seulement entre les êtres vivants, mais aussi entre les êtres vivants et leur environnement. Si cet équilibre est rompu, et il peut être rompu par un élément perturbateur qui va interagir avec l'un ou l'autre. Si l'élément perturbateur fait apparaître des signes cliniques, il est qualifié de pathogène. Et cet élément peut être appelé facteur pathogène. On parle alors d'écopathologie. L'écopathologie est donc la pathologie dont les facteurs pathogènes appartiennent à l'environnement et interviennent selon un déterminisme aux interrelations multiples. Il faut dire qu'il existe plusieurs facteurs pathogènes. On parle alors d'écopathologie plurifactorielle. En réalité, le facteur pathogène n'est pas toujours connu, mais la circonstance associée à l'expression de la maladie est suffisante pour permettre des mesures efficaces. Quand on parle de circonstances pathogènes, on ne précise pas la nature de l'agent pathogène, mais plutôt de la circonstance. Donnons un exemple. Supposons que nous avons des troubles digestifs du porcelet au sévrage. En effet, au sévrage, les porcelets sont victimes d'une diarrhée et le colibacille est mis en cause. Mais pourtant, il existe, ou plutôt il existait bien avant la manifestation de la maladie. Donc, il n'est pas la cause véritable de la maladie, mais il n'est qu'un effecteur. Les conditions sont favorisées, ou plutôt cette colibacillose est favorisée par la perturbation du tube digestif. Donc la prolifération résulte d'une perturbation digestive. Donc c'est la perturbation digestive qui est la cause véritable et non le colibacille. Donc la cause véritable de ce désordre digestif constitue la cause de la colibacillose. La cause a des origines multiples qui sont liées à la population, qui peuvent être liées à l'alimentation, qui peuvent être liées à l'ambiance. Donc, de la connaissance de ces différents éléments, on peut neutraliser les facteurs qui est le colibacille, ce qui rendra le sévrage beaucoup plus favorable. Donc, en un mot, il ne faut pas voir l'agent pathogène, il faut voir les facteurs qui ont entraîné la multiplication des agents pathogènes. Ça peut être un changement du régime alimentaire, ça peut être l'absence d'un transit alimentaire, ça peut être la surpopulation qui va être responsable du microbisme, ça peut être l'ambiance de la ferme, autrement dit, les conditions d'humidité, les conditions de température, les conditions de surpopulation. Donc, en connaissant l'agent causal, on peut bien tirer les conclusions nécessaires à l'explication des manifestations cliniques et à l'application de la lutte dans l'épidémiologie monofactorielle. Par contre, le concept écopathologique décompose le problème pathologique en une cascade de relations. En effet, nous avons la cause qui va entraîner le mécanisme qui, à son tour, va aboutir aux conséquences. Parlons à présent de la portée des conséquences. Ce qui, dans le concept monofactoriel et l'agent causal, devient maintenant l'effecteur, repoussant ainsi la responsabilité véritable plus en amont de cette chaîne de relations. Ainsi, le facteur pathogène intervient en entraînant des perturbations dans l'équilibre de l'écosystème. Donc, en conséquence, pour entreprendre la lutte, il est possible d'agir à différents niveaux de causalité. On peut agir au niveau des causes physiopathologiques, autrement dit le déséquilibre. On peut agir au niveau des causes écopathologiques, responsables du désordre pathologique. Ainsi donc, selon l'une ou l'autre conception, l'unité élémentaire diffère. L'individu, ça peut être l'individu dans le cadre de la conception monofactorielle, ça peut être la collectivité dans le cadre de la conception plurifactorielle. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu vous partager dans ce chapitre qui est relatif à cette partie de l'épidémiologie qui analyse les facteurs de risque des pathologies dans le cadre des maladies non transmissibles.
Et je ne terminerai pas sans vous dire que si vous voulez comprendre cette partie relative à l'épidémiologie analytique, il est important d'aller chercher l'introduction qui parle de l'épidémiologie générale, puis l'épidémiologie descriptive et suivre par l'épidémiologie analytique. Et nous allons maintenant avancer vers l'épidémiologie opérationnelle et l'épidémiologie prédictive. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.